bonjour. Je me présente, Mehdi Benfried, enseignant d'aménagement du paysage au lycée horticole de Ribécourt et mon collègue, donc. Yannick Rousseau, enseignant aussi au lycée horticole de Ribécourt, donc en aménagement paysager. Alors, on va vous faire une petite présentation globale de notre établissement. Donc, voilà. Nous sommes un établissement public de l'enseignement agricole, spécialisé dans l'aménagement du paysage et de l'horticulture. Nos formations vont de la classe de 3e insertion en passant par le CAP, bac professionnel et BTS. Donc nous proposions ces formations soit par voie initiale scolaire, soit par voie de l'apprentissage en alternance. Et nous accueillons quotidiennement environ 350 apprenants. Nous nous situons plus particulièrement dans les Hauts-de-France, donc dans l'Oise, à environ 1 heure de Paris et 20 minutes de Compiègne, pour celles et ceux qui connaissent. Alors, je vais vous présenter très rapidement notre deuxième salle de cours. Donc, c'est un parc de 13 hectares, avec un jardin classique à la française, un bois, un parc paysager, une zone naturelle avec des mares et bien sûr une exploitation horticole d'environ 4000 m² de serres et 2 hectares de maraîchage biologique. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue pour la suite. Alors lorsqu'en 2012 nous nous sommes engagés justement dans la démarche pour l'obtention du label Éco-Jardin, c'est le début en fait d'une longue aventure si vous voulez. Et quel était l'objectif pour nous? Tout simplement deux objectifs principaux. Déjà donner du sens à nos enseignements. Et puis un deuxième objectif important, c'est de fournir un outil pratique en fait pour nos apprenants sur la façon de gérer notre parc. Pour cela, nous avons constitué un comité de pilotage que nous appelons chez nous le pôle aménagement. Ce pôle aménagement se réunit une fois par semaine et il a plusieurs vocations. La première, c'est tout simplement de définir en pratique les interventions de nos apprenants sur notre terrain de jeu que sont les 13 hectares de notre établissement. Et puis, c'est d'assurer aussi le suivi, bien entendu, des indicateurs du label Éco-Jardin, de notre plan de gestion écologique et de définir, bien entendu, les investissements nécessaires pour la gestion de notre parc. Afin de mieux sensibiliser nos apprenants, et en particulier en Bac Pro, nous avons mis en place ce qu'on appelle un module d'approfondissement professionnel, un MAP, en fait, qui a pour intitulé donc, la gestion harmonieuse de notre cadre de vie. Et ce MAP-là est très intéressant puisqu'il permet à la fois de fournir, je dirais, toute la méthodologie à nos apprenants par rapport aux indicateurs du label Éco-Jardin, mais aussi de les faire réfléchir sur la façon de mettre en œuvre, mais aussi de construire un plan de gestion différencié écologique. C'est un module qui est un module pluridisciplinaire, donc qui permet un regard croisé, oui, parce qu'aujourd'hui, il faut effectivement ce regard croisé, à la fois entre le technicien en aménagement paysager, qui va concevoir, bien entendu, le cadre de vie, mais aussi, par rapport aux nouveaux enjeux à la fois environnementaux et écologiques, le regard du biologiste. Nous avons notre professeur, donc notre collègue enseignante Caroline Dutilleul, qui est à la fois biologiste écologue et qui permet justement de croiser ces deux regards. Ce qui permet bien entendu d'assurer une gestion. À l'intérieur de ce MAP, nous pouvons suivre aussi certains indicateurs, je dirais, par rapport au label Éco-Jardin. Tout simplement, par exemple, nous avons des suivis de chiroptères. Nous avons des nichoirs pour les chiroptères. Nous avons des suivis aussi des comptages qui sont faits au niveau des batraciens, des amphibiens. Et on réalise de temps à autre des prélèvements au niveau des sols pour voir justement à la fois le sol sous son aspect physique, mais aussi sous son aspect biologique. Donc nous allons vous inviter à suivre à travers les diapos suivantes un petit peu les différentes zones. Alors ça, c'est notre établissement. Donc là, vous pouvez voir un peu la zone basse du lycée, où nous travaillons régulièrement avec nos élèves en travaux pratiques, mais aussi lors de la réalisation, comme mon collègue vous le disait, de ce fameux module pour mettre en place la gestion différenciée et travailler surtout avec le label Éco-Jardin, qui nous permet
d'étudier vraiment ce que l'on veut voir en cours et surtout répondre bien sûr à nos programmes pédagogiques, hein, nos référentiels. Si vous avez pu voir tout à l'heure par rapport à notre cartographie, hein, nous avons en fait sectorisé nos 14 ou 13 hectares en 21 zones. Et ces 21 zones, en fait, elles vont se regrouper en fonction, bien sûr, des intensités d'intervention. Donc là, nous sommes sur ce qu'on pourrait appeler, nous, la zone basse, parce que nous nous adossons, au fait, par rapport à une colline. Hein. Donc sur cette zone basse, bien entendu, ici, l'intervention est beaucoup plus intense, puisqu'elle répond à la fois, bien entendu, à des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux par rapport aux utilisateurs du cadre de vie, puisque les utilisateurs du cadre de vie, ce sont, bien entendu, en premier lieu les apprenants, mais aussi toute la communauté, les visiteurs, la communauté éducative. Et elle doit être, je dirais, entretenue afin de faciliter, d'être aussi un cadre, je dirais, de présentation, de prestige en quelque sorte, par rapport aux visiteurs. On va dire que c'est la zone impeccable. Voilà. Alors, zone impeccable, mais attention, respectueuse du label Éco-Jardin et par rapport aux enjeux, je dirais, environnementaux. Pour la petite histoire, lorsque nous sommes, je dirais, entrés dans la démarche en 2012, on avait déjà initié une première démarche qui était alors un ancien label qui était un label EVE. Et nous, il nous a pas fallu beaucoup, je dirais, de modifications de pratiques, puisqu'on utilisait très très peu en fait, de produits phytosanitaires à l'époque. Et nous étions engagés déjà dans une démarche, puisque nous sommes sanctuaire LPO. Donc la sanctuarisation, je dirais, de notre établissement en label LPO, de facto, impliquait en fait l'abandon des produits phytosanitaires dont nous étions déjà, dès le départ, pas un très très gros consommateur. Alors là, voilà, donc ça c'est le château. Donc c'est encore des images de la partie basse. Et puis là, nous allons prendre un peu de hauteur, voilà. Et donc là, nous allons arriver sur notre zone naturelle avec de l'éco-pâturage notamment. Voilà. Alors cette zone naturelle, c'est une zone qui nous a été, je veux dire, que nous avons mis en place grâce à la région Hauts-de-France puis le canal Seine-Nord-Europe, puisque c'est une zone de compensation en fait par rapport à la venue du canal Seine-Nord-Europe. Ce sont des mares que l'on peut qualifier d'écologiques. Alors au départ, une zone de peuplerie, donc forcément avec une anthropisation importante. Et puis, bien sûr, des mares qui ont été creusées. Et aujourd'hui, c'est une zone qui s'est naturalisée. Donc l'intervention ici, elle se fait essentiellement par, voilà, vous voyez les moutons d'Ouessant, quelques, comment dirais-je, chèvres. Et nous intervenons, nous, que très rarement, en fait, vraiment une à deux fois par an sur cette zone. Et puis donc là, ensuite, là, nous rentrons sur l'exploitation horticole avec nos 4000 m² de serres et notre zone maraîchage d'environ 2 hectares. Et puis de l'expérimentation, hein, puisque nous sommes un lycée, avec de l'aquaponie. Voilà, alors nous sommes un lycée, effectivement, de l'horticulture et du paysage. Alors production horticole avec comme un label agriculture biologique, puisque sur les parcelles en agroécologie que vous voyez sur la photo de gauche, nous sommes labellisés agriculture biologique, donc là aussi, donc le respect du cahier des charges. Et ça va dans la continuité, si vous voulez, par rapport je dirais, au respect du label aussi Éco-Jardin, d'assurer un continuum, je dirais, entre la partie, on va dire, festive, décorative, en fait, qui est notre parc, et puis la partie production. Il faut savoir que les légumes et les fruits qui sont produits, puisque la partie arbustive ici, ce sont des fruitiers, fruits à pépins, donc essentiellement des pommiers. Cette production-là, elle est destinée, alors s'il y a une partie de la vente, bien entendu, auprès je dirais, des usagers, il y a une grosse partie qui est destinée, je dirais, à la cantine. Donc on est de la fourche à la fourchette. Voilà, pour aller un peu plus vite. Donc là, c'est des travaux réalisés en termes de gestion de l'eau. Hein. On crée des récupérateurs d'eau avec nos élèves, notamment avec des éco-délégués, puisqu'on anime aussi les mercredis des animations éco-déléguées. Voilà. Et donc on travaille vraiment, des fois on travaille avec des associations type LPO, etc. Et puis on fait aussi des travaux pratiques pour la récupération d'eau. Donc l'objectif, c'est faire du beau, du durable et du gérable. Voilà, très bien. Merci. Merci de votre attention. Merci pour ces interventions. Alors du coup, des choses différentes et complémentaires sur le sujet de la pédagogie, différents lieux,
différents types de publics, différents types d'investissements. On va peut-être prendre quelques questions maintenant. Est-ce qu'il y a des questions déjà en distanciel? Pas encore beaucoup, elles vont arriver, mais il y en a quand même. Pour Rennes, est-ce que les sites dont vous nous avez parlé, est-ce qu'ils sont labellisés Écojardin? Vous ne l'avez pas dit, mais peut-être que vous pourriez nous le préciser. Et puis pour le Grand Parc, Miribel-Jonage, si je ne m'abuse, parlez-nous de la Cistude d'Europe. Oui, vous avez montré l'image, vous avez dit, bon, je vous en parlerai si vous voulez. Oui, on veut. Et puis enfin, une question, alors pour vous peut-être sur le milieu aquatique, mais comment sont gérées, si vous en avez et si ça vous pose des problèmes, les espèces animales invasives telles que les ragondins ou le frelon asiatique? Voilà 3 questions pour les uns et les autres. Alors, peut-être commencer par Rennes, en effet. Oui, voilà. Sur la labellisation et les sites en question, justement, d'un point de vue méthodologique, je vais passer la parole à Bertrand Martin qui va vous expliquer tout ça, ce sera plus précis. Oui, bonjour, excusez-moi de mon absence tout à l'heure. Dès le départ de Écojardin, dans lequel on a fait partie avec d'autres grandes collectivités de la réflexion sur quel objectif, comment on monte ce label, on avait en tête la volonté d'aller sur une labellisation du territoire et non une labellisation de site. Et donc après avoir expérimenté, au moment où on a basculé en zéro phyto dans les cimetières dans les années 2009-2010, ouais, à peu près. Dès le renouvellement, donc en 2015 peut-être vers là, on a basculé sur une volonté de labelliser le territoire et donc avec un travail sur l'échantillonnage. On a grosso modo 1200, un peu plus de 1200 sites d'espaces verts à gérer. Et avec une formule que je ne saurais redire parce que c'était assez complexe, sur les 1200 sites, il y a 71 sites qui ont été retenus. Et sur les 71, il y a un échantillonnage d'une trentaine de sites qui font partie de la labellisation Écojardin et qui permettent d'avoir une labellisation du territoire. Donc on a fait ça il y a 5 ans et on vient de renouveler. Donc voilà, on peut dire que l'ensemble du territoire rennais est considéré comme label Écojardin. Alors, je vais peut-être donner la formule magique. Du coup, en effet, au sein du label Écojardin, dès le démarrage, on a réfléchi à un processus qui pouvait s'adapter à la diversité des gestionnaires. Donc, c'est un label par site, mais on peut aussi labelliser un ensemble de sites avec une procédure d'échantillonnage. On s'intéresse à avoir la diversité des types d'espaces qui soient représentés dans cet échantillonnage, ainsi que l'ensemble des équipes qui peuvent intervenir sur ces espaces. Et ensuite, on audite systématiquement 10 sites et l'échantillonnage se fait au-delà de 10 sites. Et au-delà de 10 sites, il y a un tiers seulement des sites qui sont audités. Si l'ensemble des sites audités obtient un avis favorable de l'auditeur et surtout un avis favorable du comité de labellisation, alors l'ensemble des sites, même ceux non audités, sont labellisés. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, seuls les sites qui ont été audités et qui ont obtenu un avis favorable sont labellisés, les autres sites ne l'étant pas. Voilà, donc au sein de la ville de Rennes, on s'est attaché à avoir la diversité des typologies, donc des parcs, des cimetières, des accompagnements de voies, des accompagnements d'habitation, des écoles. Enfin voilà, on a travaillé sur l'ensemble de cette typologie-là. Alors on passe ensuite à la cistude, parce que tout le monde l'attend. Donc la cistude, c'est lié à l'histoire d'un homme qui s'appelait Bernard Van Meirhaeghe, qui est considéré comme probablement le premier herpétologue. Donc c'est la science d'étude des reptiles en France. Et donc ce monsieur vivait dans la commune de Mézieux, donc juste à côté de Lyon, Villeurbanne, qui est dans la métropole de Lyon. Et donc ce monsieur eh bien, a été mobilisé par le Muséum d'histoire naturelle pour des missions à l'étranger. Et à un moment donné, il s'est dit, eh bien, je souhaiterais développer un lieu pour informer, sensibiliser sur ces êtres vivants.
Et il se trouve qu'il était ami des propriétaires de la ferme avant même que le Grand Parc en 1969 existe. Donc il a commencé à investir le lieu et à l'époque, le Grand Parc n'était pas du tout ce qu'il est. En 1969, on ne savait pas trop quoi faire de cette ferme. Donc on a laissé des gens, des agriculteurs et d'autres faire ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils pensaient être bien de faire pour eux-mêmes. Et donc ce monsieur Van Meirhaeghe avait une association qui s'appelait le Monde Rampant, et c'est eux qui ont créé une partie de ce que l'on appelle maintenant l'Ileuse. Et il existe encore des résidents, dont la cistude d'Europe, dont des émides, donc d'autres tortues aquatiques, qui n'ont rien à faire à propos d'animaux qu'on peut qualifier d'exotiques, qui n'ont rien à faire ici. Mais grâce à notre travail avec des écologues comme Antoine Cady et d'autres personnes, on a pu travailler avec les services de l'État et faire en sorte qu'on puisse faire évoluer ce lieu de façon à maintenir des populations comme ces tortues, tout en accueillant du public et sans être qualifié de zoo. Parce que la réglementation française, on passe du tout à rien. Donc là, ce travail a aussi amené à être en capacité à être dans les critères du label Éco-Jardin, par exemple. Évidemment, ça a forcé une attention dans la gestion des espaces. Voilà, la tortue cistude étant un lieu, au départ, c'était un lieu pour amener une population nouvelle au lac Léman, pour la petite histoire. Parce qu'il y en a toujours une petite histoire en plus de la grande. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, alors vous pouvez peut-être poursuivre, parce que la dernière question, c'était sur la gestion des espèces invasives, donc, ou exotiques envahissantes. Les problématiques que vous avez sur ces sites qui accueillent du public, et comment vous le gérez? Alors, il y a parmi les salariés de la SPL Ségapal, il y a une personne qui a cette mission de veille avec les services de l'État et d'autres organismes dédiés sur les végétaux en particulier, puisque le Grand Parc étant un lieu à proximité d'une ville très mouvante, évolutive, et avec des voies routières également. C'est un lieu qui a fait l'objet de terrains très dégradés, et donc on retrouve beaucoup de plantes déjà depuis longtemps à gérer, type Buddleia et autres. Donc, du coup, il y a cette veille qui existe particulièrement sur les végétaux. Dans le département du Rhône, l'ambroisie étant une problématique sanitaire particulièrement marquée, ça se rajoute à cette histoire dont je viens de parler. Et vis-à-vis de la population, vis-à-vis des usagers, en fait, sincèrement, c'est quelque chose que l'on a considéré comme étant secondaire au regard d'autres aspects plus importants. Et il y a vraiment très peu de sensibilisation et information. C'est vraiment délégué aux collectivités membres du syndicat que ce travail se fait. Ce qui commence à nous préoccuper, c'est plutôt les moustiques tigres et d'autres, comme le papillon dont son nom m'échappe, qui s'intéresse aux palmiers. Palmivore. Comment ? Palmivore. Palmivore, voilà. Exactement. Qui est très joli, hein, mais qui est quand même assez ravageur. Et donc là, lui, il commence à être problématique
sur toutes nos communes et sans trouver de solution. Là, je pense qu'il sera nécessaire que les gestionnaires et collectivités se rapprochent pour pouvoir traiter le sujet. Mais on en est là, vraiment. Les usagers et les résidents de proximité viennent à l'ILOZ parce que, à mes yeux, par exemple, ou dans des communes, ils n'arrivent plus à pique-niquer dans leur jardin, donc ils viennent à l'ILOZ parce qu'à l'ILOZ, effectivement, la biodiversité fait que les moustiques sont des nourritures pour les différents animaux qui sont là, de la libellule aux autres, et donc il y en a peu. Donc c'est bien, c'est aussi une réussite à ce niveau-là. Merci. Est-ce que Rennes et au lycée de l'Hérubécourt, vous pouvez réagir sur ce sujet? Alors, pour Rennes, les plantes sur lesquelles on surveille de près, c'est les plantes invasives sur domaine aquatique. Donc, il y a la myriophylle du Brésil, il y a la Jussie notamment. Et on travaille en partenariat avec l'agro-campus ou l'agro maintenant de Rennes, qui réalise pour nous chaque année des relevés de population. Regardent un peu l'évolution, font du coup c'est des TP pour leurs élèves, donc ça leur permet d'aller sur le terrain un petit peu. Et ensuite, dans le partenariat qu'on a avec eux, ils forment pour nous une entreprise d'insertion qui vont agir pour un arrachage manuel très fin, dans lequel ils apprennent, donc les personnes en insertion apprennent à reconnaître la myriophylle du Brésil, du Pasquale et ainsi de suite. Et nous permettre de contrôler plutôt assez efficacement le développement de ces plantes invasives. Voilà. Sur la renouée, on est plutôt sur une gestion aussi un peu défensive, là où ça pose des soucis. Et on est plutôt dans une logique de planter au maximum des arbres et autres, puisque c'est une plante héliophile. Et lorsque la présence d'ombrage très dense permet de contrôler le développement de la renouée du Japon. Alors nous, en ce qui concerne la renouée du Japon, parce qu'effectivement, dans une zone de compensation par rapport au canal Seine-Nord-Europe, c'était un problème aussi. Alors nous, c'est essentiellement nos moutons en fait, de présalé qui interviennent dès l'émergence des jeunes pousses pour contrôler en fait cette plante qui est effectivement très invasive. Alors nous avons aussi quelques petits problèmes avec la grande berce du Caucase, mais là c'est pareil. Avec beaucoup de précautions, et à l'automne, on intervient aussi nous-mêmes par l'éradication de cette berce. Donc on essaye d'intervenir sur le rhizome en essayant de l'épuisant d'année en année. Voilà. Merci. Alors on a pris un petit peu de retard, du coup on va devoir s'arrêter là pour les questions. Les personnes qui sont sur place, vous avez repéré les gens, donc vous pourrez discuter, échanger au moment du midi. Si jamais il reste des questions sur le chat, on pourra les traiter avec les intervenants et y répondre. Et on va passer à la séquence plus officielle, du coup, avec une allocution au labellisé et ensuite une photo de groupe avant